La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. C'était il y a quelques mois. Je parlais avec mon invité d'aujourd'hui de la vie intellectuelle et du parcours qui nous y conduit. Il m'a suggéré de faire une émission, un de ces jours, sur la figure du directeur de thèse. Le sujet m'a d'abord semblé un peu serré, mais plus j'y pensais, plus il m'intéressait. Car à travers lui, il serait possible de réfléchir à la figure classique du maître intellectuel et ce que représente la construction d'une œuvre, et plus largement aux conditions de la vie intellectuelle au Québec. Pourquoi et comment écrire dans un pays qui n'est pas un pays de lecteurs? Qu'est-ce qu'une vie intellectuelle dans un pays qui ne prend pas la vie intellectuelle au sérieux? Cet ami, c'était Christian Saint-Germain, professeur au département de philosophie de l'UQAM, et qui se distingue notamment par le fait qu'il a non seulement un, mais deux doctorats. Le premier obtenu en théologie il y a environ 25 ans, le deuxième obtenu en 2013, si je ne me trompe pas, en droit. Et c'est lui que je reçois aujourd'hui pour parler des conditions de la vie intellectuelle au Québec. Christian Saint-Germain, bonjour. Bonjour, Mathieu. Alors, question première. Bon, quand on a une définition très, très française en tête, la vie intellectuelle a quelque chose qui relève un peu du star system, c'est-à-dire les intellectuels se font valoir sur la place publique dans une société qui les valorise, dans une société qui met en scène l'affrontement des figures intellectuelles qui sont traitées chacune quelquefois comme des stars. Chaque époque se définit par ses controverses. Aron, Sartre, ensuite il y en aura d'autres. Au Québec, la vie intellectuelle se passe dans de toutes autres circonstances, peut-être dans une société qui n'est pas particulièrement portée à reconnaître l'importance de la vie de l'esprit, ce qui fait qu'elle se concentre essentiellement dans l'université, à moins que je ne me trompe. Non, tu ne te trompes pas, Mathieu. Alors, je vous lance avant cette question première. La vie intellectuelle à la québécoise qui se passe dans l'université, y a-t-il un autre espace au Québec où vivre une vie intellectuelle et qu'est-ce que ça représente s'investir dans l'université pour un jeune homme qui sait qu'il y fera sa vie? Dans le fond, toute la description introductive à laquelle tu te livres, et c'est pas le lot du Québec, en fait. La vie intellectuelle au Québec est extrêmement discrète, elle est extrêmement modeste. Il y a très peu de figures de proue reconnues dans le débat public. En fait, c'est des journalistes, c'est des gens qui informent. Il n'y a pas de... Moi, longtemps, Guy Rocher a tenu une grande place, Jean-Paul Desbiens a pu être même quelqu'un de modeste pour moi au plan intellectuel. Le sociologue Grand-Maison, très apprécié par ailleurs, a aussi occupé pendant un court moment, à une époque où j'étais plus jeune, l'espace médiatique. On se fiait à eux, on recevait leurs avis. Et on les accueillait publiquement à la manière d'intellectuels. Exactement. Qui avait ce titre, qui était reconnu comme tel. Mais à partir d'un certain moment, tout ça est disparu, tout ça s'est évanoui, de sorte que il reste des universitaires qui, en fait, ont pris la forme de fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui font de la recherche, mais à partir de formulaires, à partir de rapports avec un organisme subventionnaire, dans le dialogue constant, c'est-à-dire ce que j'appelle la recherche par formulaire, c'est-à-dire une recherche qui mène à assez peu de choses, en fait, qui mène à la circulation d'une importante correspondance, à une sorte de reddition de comptes, de rapports, mais qui laisse assez peu de traces, au même titre que les chaires du Canada ou tous ces organismes-là, qui sont d'excellents moyens pour voyager, mais qui laissent assez peu de choses derrière elles, là, ces chaires, en termes de... Je serais bien mal pris pour vous dire quelle chaire du Canada a laissé récemment un grand ouvrage là, qu'il aurait été impossible d'écrire sans l'occasion de cet afflux d'argent. Donc, on est véritablement dans une sorte de pénombre. Et donc, la vie intellectuelle aussi, il faut bien dire que l'éducation intéresse assez peu les Québécois. Il faut être assez honnête pour le reconnaître. En fait, c'est entre la santé et l'éducation, le choix est vite fait au Québec. Mais alors, vous parlez de la fonctionnalisation de la vie intellectuelle. Or, est-elle néanmoins possible à l'extérieur de l'université? C'est peut-être la différence entre le Québec et d'autres sociétés où il y a des think tanks, où il y a des magazines qui se consacrent à la vie des idées, des revues, je pense encore à la France, mais on pourrait penser à l'Allemagne aussi. Alors qu'au Québec, on pourrait dire que, mis à part, il y a un petit circuit de revues bénévoles pour l'essentiel où on écrit pour un public confidentiel. Ouais. Si on décide de se vouer à la vie de l'esprit, il faut le faire dans l'université qui, si je vous comprends bien, n'y est pas favorable.
Ben, c'est-à-dire qu'elle y est favorable dans la mesure où on a compris ce qu'était l'université québécoise, c'est-à-dire une université qui est frileuse à l'égard, qui est une université qui carbure, comment dire, à la subvention fédérale, au racolage continu pour avoir du financement à ce travail qui n'a de cesse, là. Parce qu'en fait, il faut bien distinguer les sciences humaines des autres sciences. C'est-à-dire que la science humaine au Québec, c'est essentiellement, comment dire, la fonction émancipatoire des sciences humaines, on peut la chercher longtemps, là. C'est-à-dire des intellectuels qui prennent position dans des débats publics sur des questions de sciences humaines, sur des questions de société, on en trouve assez peu. Hein? On en voit assez peu, sans compter la polarisation fédéraliste, nationaliste aussi, qui a toujours joué un très grand rôle, mais l'idée d'un débat intellectuel, d'une grande question, et les questions les plus dramatiques au Québec font l'objet de consensus assez rapides. La dernière en date étant une question comme l'euthanasie, comme les soins de fin de vie, il y a eu un consensus, là, comment dire, gigantesque et absolument affolant compte tenu des enjeux. Je ne veux pas revenir sur ce débat éthique-là, mais je veux juste simplement vous souligner que pour des questions de vie ou de mort, il n'y a même pas de... C'est-à-dire que la société n'est pas capable de sécréter, en quelque sorte, pour parler en termes de médecine, un antigène spécifique là, pour combattre une idée ou pour la critiquer. Non, on est une société de consensus, puis le consensus est aussi contagieux que la gonorrhée au Québec. Là. Alors, vous avez dans votre œuvre les deux pôles possibles d'une vie intellectuelle, ce qui me semble assez fascinant. D'un côté, il y a donc votre carrière d'universitaire, avec notamment votre thèse en droit sur la question le nouveau sujet du droit criminel, si je ne me trompe pas. Donc, c'est particulièrement pointu, particulièrement fouillé, particulièrement documenté. Et de l'autre côté, il y a le pamphlet qu'on connaît essentiellement par vos 3 derniers livres qui vous ont fait découvrir probablement au public des lecteurs au Québec, Le Bluff québécois, Le Mal du Québec et le dernier, Naître colonisé en Amérique. Alors, d'une certaine manière, est-ce que c'est possible, à la fois pour soi-même et plus largement dans cette société, que de passer des deux pôles les plus extrêmes de la vie intellectuelle sans se sentir exagérément écartelé? On ne se sent pas exagérément écartelé, mais on se sent... c'est-à-dire il faut... C'est 2 types de légitimité différentes. Oui, puis en fait, il faut savoir courir tout seul. Dans un marathon, on est tout seul. Là. C'est-à-dire qu'il faut assumer une solitude absolue. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de communauté non plus. Les départements, par exemple, la vie intellectuelle des départements, c'est toujours assez modeste. Je m'amuse souvent à dire, dans ma carrière en philo, j'ai discuté une fois d'affaires importantes. C'était sur une question de logique chez Tarski avec mon collègue Serge Robert dans un ascenseur. Ça a duré à peu près 8 minutes. C'était pour ma thèse en droit, justement, que j'ai rédigé à ce moment-là. Mais pour le reste, bon, il y a des points de rencontre, il y a des petits séminaires, mais c'est pas l'idée romantique des départements de philo ou des j'allais dire des unités administratives dans lesquelles une grande solidarité autour de questions importantes se manifeste. C'est pas ça du tout. Là. On expliquerait ça comment? Par l'hyperspécialisation à laquelle chacun de vous aujourd'hui, le système de subvention? Oui, puis aussi par le fait que, par exemple, en philo, on a une clientèle captive aussi. Là. Il faut bien dire que les gens qui y viennent parce qu'ils savent que ça donne un débouché. Il y a des cours obligatoires au cégep, philo 101, 201, 301, 401, de sorte qu'il suffirait d'abolir un ou de ces 2 cours-là pour que immédiatement j'allais dire, notre clientèle disparaisse en partie. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux. Et puis, il y a aussi l'enjeu que l'étudiant en sciences humaines, aujourd'hui, c'est pas juste un étudiant qui travaille, c'est un travailleur qui étudie, ce qui change la donne complètement par rapport à ce que moi je faisais, parce que j'imagine qu'on va parler de cette période reculée où je rédigeais ma première thèse de doctorat. Très bientôt. Et donc, par rapport à ce que je faisais, moi qui vivais dans une totale frugalité avec mon directeur de thèse bien-aimé, il n'y a rien de commun entre ce que je faisais et ce que j'acceptais de vivre comme une sorte de petit marathonien
menant à bien donc un ouvrage, et ce que mes étudiants sont prêts à accepter dans leur vie matérielle, là, par exemple. Alors, vous avez évoqué une chose très importante, c'est-à-dire ce sont les conditions matérielles, pratiques, économiques même, de la vie intellectuelle au Québec. Et en préparant cette émission, en parlant, on parlait justement de cette étape, évidemment, centrale. On parlait du directeur de thèse, on parle simplement de la rédaction, c'est-à-dire pour ceux qui, dans une société qui centre la vie intellectuelle autour de l'université, eh bien, on peut dire que le passage par la maîtrise et par la thèse est un passage presque obligé. Rares sont les intellectuels qui accèdent à l'espace public sans passer par ce chemin-là, par des livres ou par un créneau plus à la française sous la figure de l'écrivain, d'une manière comme ça. Vous venez tout juste de l'évoquer, la figure de l'ascèse intellectuelle qui est liée à la rédaction. Est-il possible de mener une vie intellectuelle sans passer au moins un moment important de sa vie sous le signe de l'ascèse? Je l'imagine pas. Moi, j'ai beaucoup discuté le modèle de l'étudiant chercheur de subvention ou de chercheur de bourse ou qui est toujours en mode financement. Ça, c'est quelque chose que j'ai assez peu connu. Bien sûr, j'ai obtenu une petite bourse à un moment donné du FCAR, à cette époque-là, ça s'appelait comme ça, au début de mes études en théologie, mais je vivais chez mes parents dans des conditions extrêmement modestes. Mon argent passait essentiellement à acheter des livres en bouquinerie. Mais pour moi, c'est une période extrêmement heureuse par ailleurs. Mais est-ce qu'un tel parcours, donc appelons ça non seulement la 16, mais le plaisir de la 16 et le fait de s'investir pleinement dans une vie intellectuelle, est-ce que ça peut être un idéal qui est porté à l'époque de l'université de masse? Pas vraiment, parce que dans le fond, ce qui correspond à cette thèse-là, c'est le rapport qu'on a avec son directeur de thèse. Or, moi, Qui doit être vu comme un maître? Non seulement comme un maître, mais comme une figure, moi, j'ai eu la chance de travailler avec un homme extraordinaire qui s'appelle le père Maurice Boutin. Il était chez les Sainte-Croix à ce moment-là. C'est un intellectuel qui avait d'abord fait sa thèse lui-même en Allemagne, à Munich, qui était formé donc avec la tradition universitaire allemande, qui a rédigé sa thèse en allemand, une grande thèse, une thèse référence sur Rudolf Bultmann. Et donc, c'était quelqu'un d'une envergure sans comparaison avec ce que j'expérimentais par ailleurs à la faculté de théologie, qui était déjà pas en ruine, mais qui était déjà tournée vers la psycho-pastorale. Enfin, la pastorale avait contaminé tout le travail intellectuel rigoureux. Et donc, on était dans la psychologie, l'émotion. Or, Boutin et quelques autres étaient ailleurs. J'ai un souvenir impérissable des cours qu'il donnait au premier cycle dans le Z à l'Université de Montréal. Et d'abord, il était debout continuellement sur un trépied qui m'a toujours fait penser au trépied que Saint-Jérôme lui-même avait dans les toiles où on le représente. Vous savez, cette scène où Saint-Jérôme lit et fait une traduction du Nouveau Testament. Donc, lui-même était singulier au sein de la faculté. Il avait une aura extraordinaire. C'est quelqu'un qui travaillait, qui s'est donné corps et âme à ses étudiants. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai pas beaucoup de mérite. Quand on parlait d'Assès tout à l'heure, je ne sens pas d'avoir eu beaucoup de mérite. Parce que, justement, quand on travaille avec quelqu'un qui est aussi stimulant, qui est aussi vivant au plan intellectuel, on est comme porté, là. On est comme... Mais si je peux me permettre, vous faites référence à une figure du directeur de thèse qui s'inscrit dans la figure plus classique du maître intellectuel, du maître de l'université classique, pourrait-on dire, auprès de qui on se forme et dont on sera peut-être pas le disciple, mais à tout le moins dont on sera certainement un des grands étudiants. Mais la figure du directeur contemporain, c'est davantage, vous me corrigerez, celui qui est capable d'assurer une situation matérielle assez favorable à ses étudiants, qui va prendre plusieurs étudiants, qui va leur fournir les moyens économiques avec des bourses, on n'a pas la même figure en tête aujourd'hui. C'est-à-dire le jeune homme qui veut une vie ou la jeune femme qui veut une vie intellectuelle aujourd'hui ne cherche pas la même chose que ce que vous cherchiez avec Maurice Boutin. C'est vrai. C'est tout à fait exact. En fait, aujourd'hui, on cherche un petit entrepreneur en porte et fenêtre qui va vous trouver des gigs, là, des subventions, des choses. Maurice n'était pas du tout... il nous a trouvé des recherches
cherche de temps en temps, mais c'était pas... Le vrai lien, c'est un lien de totale oblation. On était au 30-50, Édouard Montpetit, je raconte souvent ça à ma fille. J'arrivais avec mon manuscrit, 40 ou 60 pages. Il s'assoyait à 2h moins quart de l'après-midi, il ressortait de là vers 6-7 heures. Il s'était levé 2-3 fois pour allumer une cigarette. Il retravaillait le manuscrit devant moi. Il me disait, tu devrais changer tel paragraphe. Il faut rappeler que ma première thèse a été faite au dactylo, ce qui semble un point de détail, mais qui est loin d'en être un. Et donc, c'est dans ce contexte-là, dans le contexte aussi Boutin était un religieux, et donc il y a une capacité de donner, il y a une capacité de se consacrer totalement à la chose intellectuelle. Il le faisait pour moi, et il prenait un temps considérable pour moi, mais il le faisait aussi pour d'autres étudiants, c'est-à-dire que mais aussi sous le mode des hommes de cette époque-là qui avaient vécu lui-même en Allemagne, qui était avec lesquels il n'y avait pas de discussion de nature psychologique, là. Toutes les vraies questions étaient intellectuelles, toutes les vraies questions étaient... Qu'est-ce que vous voulez dire, pas de questions que... Ben, c'est-à-dire que, au sens où c'est pas un confident. C'est pas ton ami, c'est pas un confident. Il va devenir mon ami, évidemment, 30 ans plus tard. Je lui ai même demandé de relire ma deuxième thèse. Donc, c'est pas un confident, c'est quelqu'un qui prêche par l'exemple essentiellement. Il y a pas de la nature. En fait, la chose la plus drôle, c'est que me voyant faire une maîtrise et un doctorat avec lui, il m'a jamais dit, écoute Christian, c'est quand même curieux que tu fasses des travaux en théologie. Tu sembles pas vouloir devenir prêtre ou t'orienter vers une carrière religieuse, qui était c'était bien évidemment que j'allais pas. Mais jamais cette question n'a été abordée. C'est-à-dire qu'on travaillait. Ma première thèse est sur Emmanuel Lévinas et le poète Edmond Jabès. On travaillait sur la question du livre chez Lévinas, à travers Derrida, à travers Blanchot, parce que lui-même était sorti aussi, avait une culture à ce point large, qui pouvait sortir aussi du canon catholique, là, bien qu'il le connaissait fort bien. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on travaillait ensemble. Alors, je serai le psychologue qu'il n'a pas été. Et je vous poserai la question que je me suis souvent posée vous concernant, et que d'autres se posent aussi. Pourquoi Christian Saint-Germain a-t-il d'abord fait une thèse en théologie plutôt qu'en philosophie? Ben, d'abord, pourquoi la théologie? Pour la théologie, en fait, c'est une... Vous vouliez pas être agent de pastoral? Non, j'avais pas ce... J'avais pas ce caprice ou cette... non, j'étais plutôt intéressé par... En fait, le droit et la théologie m'ont intéressé parce que, dans le fond, c'est un rapport à l'écriture, en fait. C'est l'écriture qui porte à conséquence. Et dans le droit et dans la théologie. C'est pas une écriture littéraire tant que un texte biblique, ça a eu des répercussions dans l'histoire, ça a marqué des comportements. La même chose qu'un obscur texte du code civil ou une inflexion dans le code criminel porte à conséquence. Donc moi, c'est cette écriture-là, c'est la force de l'écriture qui m'a toujours fasciné. C'est dans ce contexte-là, c'est pas pour... j'avais aucun intérêt pour la chose ecclésiale dans son ensemble. Là. Ça ne me parlait pas du tout. D'autant qu'à mon époque, comme je vous dis, la théologie était en ruine. C'est pour ça qu'on a changé. Votre époque, c'est à peu près quelle année, ça? Oh, les années 76, à peu près. Là. Quand vous commencez en théologie? Oui, quand je commence. Donc, je vais... Non, attendez, il ne faut pas que je dise... non, dans les années 80-81, en fait, plus exactement. Plus exactement, c'est 80-81, c'est mon grand âge, c'est la distance. Vous vous tournez vers Dieu après l'échec référendaire. C'est ça. Je vous titille. Mais permettez-moi de vous relancer, cela dit. Donc, il y a cette figure, Maurice Boutin, qui se présente à la manière d'un maître, mais est-ce que cette figure est encore possible dans l'université d'aujourd'hui? Je m'explique. Vous l'avez dit, l'universitaire de référence aujourd'hui a une part de lui qui doit être un entrepreneur d'une manière ou de l'autre. Or, la figure du maître est une figure qui irradie d'une manière ou de l'autre. C'est un professeur qui se distingue davantage par son immense culture que par son réseau de contacts. Non, c'est ça, exactement. Je vous interromps parce que en fait, c'est pas une petite affaire que le changement de figure du maître là, pour l'entrepreneur. C'est-à-dire que ça colore immédiatement
immédiatement le type de recherche qu'un entrepreneur va faire par rapport à un véritable maître. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré Maurice Boutin, il m'a dit « Tu devrais travailler sur Marcel Ficin ou tu devrais travailler sur Pic de la Mirandole. » Je lui ai dit « Non, écoute, c'est embêtant, il va falloir aller au texte latin direct. Je veux pas travailler sur des auteurs comme ça. » Puis, donc, alors qu'un entrepreneur moderne, un directeur de recherche, donc c'est un directeur de recherche qui n'est pas libre, qui est toujours, j'allais dire, qui a toujours les yeux sur quel va être le prochain programme fédéral de subvention, le prochain programme de recherche du Québec, qui est toujours en train de faire des minauderies de cette nature-là. Il dirige pas une thèse, dans le fond. Il continue une correspondance avec des fonctionnaires autour de questions idéologiques, parce que diriger une thèse, c'est diriger quelque chose de neuf. Or, les thèses modernes, d'abord, elles sont très courtes. Elles amènent assez peu de choses. Elles prennent de front assez peu de questions, parce que les sciences humaines sont totalement inféodées à l'idée des sciences exactes, souvent, c'est-à-dire que sous prétexte d'être scientifique, on découpe une minuscule partie du savoir, on veut pas exercer un leadership, on veut pas prendre de front quoi que ce soit, on veut juste s'insérer dans la circulation de la correspondance de recherche qui a lieu pour amener quelques chiffres, c'est-à-dire cette idée d'un leadership, d'une direction. Oui, est-ce qu'on pourrait même encore faire carrière à l'université aujourd'hui sous la figure classique de l'universitaire, savant, encyclopédique? Oh non, je pense pas, parce que dans le fond, on a affaire à un voyageur qui va de colloque en colloque. En fait, déjà, Heidegger le montrait là, dans ses recherches, c'est-à-dire que en fait, l'intellectuel, il achète assez peu de livres aussi. Ça, c'est aussi une des choses les plus drôles. C'est-à-dire qu'une fois que ses cours sont montés, il y a pas cette... dans le fond, l'intellectuel en sciences humaines qui n'est pas bibliophile, qui n'est pas totalement omnubilé par le livre, pour toutes sortes, que ce soit d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue de recherche, je doute qu'il soit sérieux. Mais il y a toutes sortes de disciplines aussi à l'université, la nouvelle. Mais alors, cela dit, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a encore des individus aujourd'hui qui sont portés par ce désir d'une culture authentique, des bibliophiles véritables. Donc, si je comprends bien, à vous entendre, ils ne se retrouvent pas dans l'université, ils sont plutôt laissés dans les marges sociales d'une manière ou de l'autre. Non, ils peuvent se retrouver à l'université, mais ils vont souffrir parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui va les relancer sur cet axe-là. Là. C'est très, très difficile. Non, je vous rappelle simplement l'inversion dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on n'a pas affaire à des étudiants qui travaillent. Aujourd'hui, on a affaire à des travailleurs qui étudient. Mm-hmm. Et ce contexte-là change complètement le paysage. Un étudiant qui gagne sa vie depuis le cégep, par exemple, puis qui travaille à temps partiel, je sais bien qu'il y a des obligations matérielles, je nie pas le fait qu'il y a des exigences de survie individuelle, mais c'est quelqu'un qui est un peu perdu pour les sciences humaines telles que moi-même je les faisais à mon époque, c'est-à-dire parce que, en fait, en sciences humaines, ça prend une oisivité, ça prend il y a une oisivité incontournable qui fait qu'on lit des choses qu'on n'a pas besoin de lire. Et donc, l'entrée dans le marché du travail est une catastrophe pour les sciences humaines, pour ceux qui... est une nécessité, bien entendu, pour ceux qui en ont besoin, mais c'est une catastrophe lorsqu'il s'agit de former quelqu'un qui doit avoir une culture générale pour aborder éventuellement une grande question. Pas faire la recherche que son directeur fait déjà avec des subventions. Enfin, il y a une tristesse là-dedans parce qu'il y a une pauvreté, il y a un refus d'exercer un leadership de recherche qui m'a toujours semblé pathétique, là. Et donc, c'est ce que je vivais pas, par exemple, avec Maurice. Maurice, il pouvait... Et puis en plus, une des grandes forces de sa direction, c'est qu'ayant travaillé en allemand et ayant lui-même rédigé une immense thèse de 1300 pages en allemand, c'est-à-dire que quand il lit ton français, quand il lit ton texte en français, il le lit avec la lunette d'une autre langue. C'est-à-dire depuis la puissance et la force de quelqu'un qui a habité une autre langue suffisamment pour produire un instrument de recherche extrêmement important en Allemagne pour les Allemands eux-mêmes, mais qui lit le français là, d'une manière extraordinaire, là, bien sûr, parce qu'il a fait son grec et son latin aussi, là, bien entendu. Mais ça donnait ça m'a beaucoup aidé, en fait.
à savoir écrire. Vous êtes vous-même professeur d'université au département de philosophie de l'UQAM. Est-ce que vous seriez le dernier directeur de thèse possible parmi les gens que vous connaissez? C'est-à-dire au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire le maître intellectuel. Je me permets de dire, ici, sans vous en avoir parlé préalablement, quand on parle à certains de vos étudiants, ils entretiennent avec vous un rapport comme celui-là. C'est-à-dire, ils parlent de vous à la manière d'un professeur différent des autres, d'un professeur qui marque les consciences. C'est pas toujours une bonne chose. Non, mais quand il parle de vous, ça ressemble un peu, vous savez, ces films américains comme The Browning Version ou L'Opus de Monsieur Holland, c'est-à-dire le professeur qu'on rencontre et qui fait basculer une trajectoire. Alors, êtes-vous vous-même l'héritier à certains égards de votre directeur de thèse? Avez-vous l'idée de poursuivre cette figure? Non, parce que d'abord, pour une raison assez bête. Parce que, dans le fond, je dirige très peu d'étudiants. Je suis passé à l'intérieur de l'UQAM des sciences religieuses. Je suis un déporté de l'intérieur jusqu'à la philosophie. Et donc, pour une raison aussi simple, c'est que je suis un père de famille. Et donc, le fait de... La figure de l'intellectuel, il faut bien le dire, en tout cas de l'intellectuel dévoué, du religieux, qui faisait de ses étudiants comme ses enfants. Moi, j'ai déjà un enfant, donc comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que ça implique une oblation que je peux pas, dans les circonstances, proposer à aucun étudiant. Souvent, je dis même à des étudiants, vous savez, êtes-vous bien sûr de vous embarquer dans telle affaire ou telle autre? Avez-vous pensé au droit? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un 47e mémoire sur des cartes? Donc, vous découragez les étudiants qui se tourneraient vers vous? Non, en fait, pas vers la philo, mais vers vous. Les étudiants qui se tourneraient vers vous en disant, croyant avoir trouvé la figure du maître avec vous, vous les détournez de vous. C'est-à-dire que il faut être certain qu'ils ont le ferme propos, là. Il faut être certain qu'ils, s'ils veulent s'embarquer dans quelque chose qui sont... Mais aussi, j'ai des attentes assez élevées, parce que moi-même, comme étudiant, Maurice était extraordinairement bon, mais il n'y avait aucune direction il n'y avait pas à me dire, écoute, Christian, va donc lire ceci ou va donc lire cela. C'est-à-dire que moi-même étant obsédé par un programme de lecture assez imposant, parce que des fois, tu as des étudiants qui ont suivi le Red Tape, qui ont fait leur bac, qui arrivent en maîtrise, ils ne savent même pas exactement, ils ne savent pas toujours où ils veulent aller, ils n'ont pas commencé de lecture préalable, il faut tout reprendre. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on n'a pas affaire au même monde. Là. On a changé de monde en 25 ans. Là. On a l'univers du rapport étudiant-professeur a beaucoup changé. Alors, il nous reste 1 minute à peine avant la pause. Question toute simple néanmoins. Est-ce qu'un étudiant qui se présente à vous et qui est un vrai lecteur, en qui vous sentez une véritable passion intellectuelle, est-ce que cet étudiant peut être un de vos disciples, un de vos étudiants, ou en dernière instance, c'est un rôle qui, même dans de telles circonstances, ne vous intéresse pas? C'est un rôle qui m'intéresse, bien entendu, mais dans le fond, j'allais dire d'une manière un peu hypersensible, si c'est le cas, je peux m'empêcher secrètement, je ne peux m'empêcher de me dire secrètement, ce garçon ou cette fille va souffrir au Québec, là. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un intérêt intellectuel important et intense, il va être seul. Là. Alors, nous allons revenir après la pause sur cette question directement de la vie intellectuelle au Québec avec Christian Saint-Germain sur justement, réflexion aujourd'hui sur la vie intellectuelle dans la société québécoise. Chers amis, nous sommes de retour à la Ville des Idées. Ici Mathieu Bock-Côté. Je suis en compagnie de Christian Saint-Germain pour une discussion sur les conditions de la vie intellectuelle au Québec. Alors, dans la première partie, nous avons abordé notamment la question de la figure de l'intellectuel, mais dans son rapport au directeur de thèse. Question fondamentale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un maître intellectuellement? À quelles conditions peut-on véritablement s'engager de la vie de l'esprit? Qu'est-ce que la vie de l'esprit? Est-elle possible sans un rapport passionné et peut-être même névrotique au livre? Ces questions sont nombreuses et elles sont fondamentales. Nous avons abordé en première partie. La deuxième partie, Christian Saint-Germain, j'aimerais la faire tourner en partie, pardonnez la répétition, autour d'une partie de votre œuvre, vos 3 derniers livres. Alors,
moins pour un commentaire sur l'actualité. Je vous ai déjà reçu ici pour parler de l'état du mouvement souverainiste et vous commentez allègrement cette question sur différentes tribunes, celle de Nathalie Normando, la mienne, dans vos livres. Mais là, j'aimerais vous poser une question toute simple. Nous ne sommes pas dans une société de grands lecteurs. Ici, un livre peut être un événement éditorial, mais n'est jamais un événement, rarement, disons, un événement intellectuel, encore moins un événement social et certainement pas un événement politique. Un livre ici rejoint le public des lecteurs déjà constitués. Un livre ici rejoint une petite partie de la population qui s'intéresse à ces questions-là, qui quelquefois ont l'orgueil de se croire, de se prendre pour la conscience de la nation, mais dans les faits, ils ne sont quelquefois simplement qu'un public de lecteurs. Alors, la question que je vous poserai, Christian Saint-Germain, c'est quand on écrit des livres comme vos 3 derniers, à la rigueur, je précise ma question un peu, quand on écrit une thèse comme vous l'avez fait, c'est une progression de la connaissance en tant que telle, que vous construisez un savoir académique documenté de la plus grande valeur, très bien. Vos autres livres sont d'un autre registre. Ce sont des livres qui touchent à l'espace public, où vous cherchez à comprendre la culture québécoise. Pour qui écrivez-vous ces livres lorsque vous les écrivez? Qui est le public? Quel effet espérez-vous qu'ils auront? Pour qui écrivez-vous, Christian Saint-Germain, vous qui investissez la meilleure part de vous-même ces temps-ci dans un décryptage de la condition québécoise? D'abord, il y a un très grand changement de régime entre les 3 ouvrages, les 3 pamphlets, les 3 textes satiriques sur lesquels j'ai occupé les 3 dernières années de mon écriture. C'est-à-dire, en fait, je dois distinguer ma thèse de doctorat sur le nouveau sujet du droit criminel. C'est que... Paru chez Libert, par ailleurs. Paru chez Libert pour moi, est mon œuvre j'allais dire, mon œuvre, est vite dit, là, mais c'est mon travail le plus sérieux. C'est le travail d'un vieux professeur qui est déjà professeur, qui est déjà dans l'institution depuis 25 ans, universitaire, connaît et qui s'attaque à des concepts extrêmement importants en droit criminel sur le rapport quant au rapport entre la psychiatrie et le droit criminel, qui dénonce un certain nombre de choses, mais qui est pas tant sous le celui-là est pas sous le mode du pamphlet. Non, il est sous le mode de la machine de guerre qui est lancée contre la scolastique pénale, qui a donné des décisions aussi aberrantes que dans les affaires Turcotte, dans les affaires qui impliquent toujours, dans le fond, une rencontre épistémologique entre le droit criminel qui s'imagine qu'il va trouver dans la psychiatrie du DSM des réponses ou qui va assurer son autorité à partir de là. Donc, on est dans un travail on est vraiment dans une machine de guerre qu'on doit inscrire dans le cadre d'une faculté de droit qui elle-même a été réticente, parce qu'en droit, comme vous le savez, on est comme en théologie, mais une théologie qui serait populaire, si j'ose dire. On est dans une théologie qui a de la puissance. En fait, le droit est une forme de théologie puissante, organisée et socialement reconnue, contrairement à la vieille théologie catholique où j'ai commencé mes premiers travaux, en fait. Et donc, s'attaquer à ça, s'attaquer à ce que j'appelle la scolastique pénale, ça a été dans ma thèse un véritable champ de bataille. Il y avait une dimension polémique explicite, mais formulée dans un tout autre langage, oui, un tout autre avec contexte. les prudences du droit, c'est-à-dire avec les prudences qui impliquent que un juge de la cour d'appel va venir s'asseoir lors du jury pour entendre les affaires, et dans laquelle l'impétrant qui soutient sa thèse se demande toujours est-ce qu'ils vont me citer tel arrêt, ou est-ce qu'ils vont pas me dire, M. Saint-Germain, la cour d'appel d'Alberta a rendu sur ces questions-là 2 arrêts que je m'étonne de ne point trouver en bas de page dans vos... C'est-à-dire que la machine de guerre d'une thèse en droit a rien à voir avec... Est-ce que vous l'avez écrit dans le même état d'esprit que votre thèse en théologie? C'est-à-dire... Non, parce que la thèse en théologie, il y a un élément de littérature pure, de poésie, on est ailleurs, mais la thèse en droit, c'est une machine de guerre complètement affrétée pour s'affronter à quelque chose de massif, c'est-à-dire à l'utilisation du langage imprécis sur la conscience, la volonté, l'intention, le rapport aux troubles mentaux, enfin aux troubles mentaux, toute espèce de termes qui servent d'argent sonnant à la réflexion en droit pénal, mais qui sont totalement inexacts et des outils hautement problématiques, sans parler non plus du fait que dans cette thèse-là, je remettais en cause le sérieux de l'institution du jury, qui est pour moi, qui confirme toutes sortes d'aberrations dans le procès criminel. Mais il faut se rappeler que le procès criminel est avant tout non pas une recherche de la vérité, mais
mais un acte de magie sociale, pour reprendre la formule de Bourdieu. Alors ça, c'est la part de Christian Saint-Germain qui est l'universitaire pur, si je me permets. Pas pur, mais en fait, qui est l'universitaire... Qui formule sa critique de la société dans le langage et les cadres attendus par l'université. Oui. Donc il y a cette part de Christian Saint-Germain. Et ça, c'est risqué au sein de l'université aussi, là. C'est-à-dire, parce que n'oubliez pas que la tradition québécoise en droit est extrêmement frileuse et conservatrice. C'est-à-dire que les profs qui m'ont enseigné en droit dans ma deuxième thèse, c'est des gens qui aspirent à la magistrature. C'est-à-dire une faculté de droit, c'est branché sur deux choses. Sur la Cour supérieure, ou au pire, la Cour du Québec, ou la Cour d'appel, dans le meilleur des cas, c'est branché direct. Il n'y a pas le Critical Legal Studies qu'on retrouve, par exemple, dans les facultés de droit américaines. Il n'y a pas la masse critique puis la formation des gens qui y travaillent. Et d'abord, il y en a beaucoup qui n'ont qu'une maîtrise dans les facultés de droit, qui peuvent très bien circuler avec une maîtrise, ce qui est quand même problématique là, après le rapport parent. Mais une faculté de droit, c'est inféodé à deux choses, c'est-à-dire au barreau, aux examens du barreau que les étudiants espèrent pouvoir passer, et pour les professeurs, à des critiques qui vont être le plus tièdes possible pour éventuellement se joindre, avoir une promotion dans la magistrature. Là. Alors, je vois très bien ce que vous nous dites là. Et donc, quand vous introduisez un texte nouveau ou que vous introduisez vous prenez une perspective, j'allais dire, litigieuse par rapport à l'état de l'institution, ben, vous devez vous attendre à ce que vous ne serez pas reçu... Alors, je voudrais, en bon avocat, vous avez répondu brillamment à côté de la question que j'avais posée. C'est-à-dire, vous m'avez expliqué comment, puis de manière tout à fait intéressante, comment votre deuxième thèse, pardonnez-moi, répond formule une critique donc devant un public attendu, qui est le milieu du droit, qui est l'université, qui est tout un milieu qu'on peut identifier, dans lequel vous avez formulé une opposition forte, mais dans le langage attendu par l'institution, et ainsi de suite. Mais il y a cet autre Christian Saint-Germain, qui est peut-être le Christian Saint-Germain que nous connaissons davantage publiquement, qui écrit des pamphlets. Vous me dites chacun des trois est très singulier, c'est vrai, mais c'est néanmoins une œuvre d'interprétation globale sous le signe de la polémique la plus virulente et de l'écriture la plus soignée aussi de la condition québécoise. La question que je vous poserais, c'est pour qui écrivez-vous et qu'espérez-vous en écrivant? Pour qui j'écris, en fait, pour 300 personnes. 300 personnes que j'estime, à peu près. C'est à peu près je pense que je publie plus que 300 copies, là, bien entendu. Mais en fait, c'est une lettre envoyée à des amis. C'est toujours la réponse que l'on donne, là, un livre, là, au Québec. Parce qu'acheter un livre au Québec, c'est le réflexe le moins naturel du Québécois. Hein? Acheter un livre, là, c'est comme se faire arracher les deux dents d'en avant, là, à froid. Si vous avez, par malheur, participer à une scène lugubre du Salon du Livre de novembre, là, vous allez comprendre vite que l'achat spontané ou l'achat irrationnel du livre est la dernière chose qu'en fait, il y a deux grands livres. Décrivez un peu ce que vous appelez une scène lugubre. Une scène lugubre, c'est que, dans le fond, ceux qui ont des grandes prétentions littéraires rencontrent leur Waterloo très rapidement, assis derrière une pile d'invendus, à essayer de signer des choses, signer des dédicaces qui ne viendront jamais. Enfin, c'est un des exercices les meilleurs pour dégonfler un ego. Vous avez connu l'expérience? Ben, pas longtemps, mais j'en ai assez vu pour savoir que c'est sombre, c'est triste. Les gens qui y viennent, en fait, c'est comme si on amène des étudiants en autobus dans les salons du livre. C'est comme si on amenait des diabétiques à la cabane à sucre. Là. Ça a aucun... Non, c'est quelque chose de lu. En fait, il y a deux livres qui sont lus au Québec. C'est le Guide de l'auto et les travaux de Ricardo Larrivée. Alors donc, en fait, nos plus belles plumes sont des fourchettes. Alors, et donc, cette formule. et donc, quiconque aurait des prétentions plus grandes ou aurait une vision impérialiste de son écriture serait vite ramené à sa plus simple expression, c'est-à-dire 300 personnes. C'est-à-dire, il faut en fait, il faut essentiellement se soumettre aux exigences de la SODEC qui permettent qu'on
fasse nos frais, puis que notre éditeur vende assez de copies pour qu'on puisse lui dire, j'ai un prochain manuscrit, penses-tu qu'on devrait... Puis, en fait, c'est dans cet esprit-là que ça doit être, que la chose est continuée. Là. Mais quel effet souhaitez-vous? Parce que je le redis, quand certains intellectuels en France écrivent un livre, ils savent que ça va être à tout le moins un événement éditorial, peut-être un événement social, peut-être même un événement politique, un livre qui va marquer le débat public. Au Québec, vous me direz où est le débat public, mais je vous dis, quel événement souhaitez-vous produire quand vous écrivez? Ça, par ailleurs, autant je suis réaliste sur les 300 malheureux qui pourront me lire et qui vont beaucoup rire en me lisant aussi, parce qu'en fait, j'ai pas pu faire l'économie de ma mauvaise humeur humoristique. Mais en fait, ça, par ailleurs, je suis un peu mythomane à cet égard-là, parce que j'ai la conviction qu'un livre doit être une intervention dans l'espace social. Et mes thèses sur le choix, par exemple, des nationalistes de prendre toujours des chefs perdants, le choix inconscient de le faire, soumettre la condition québécoise à un inconscient politique qui la dépasse, qui la surdétermine. Pour moi, malgré le fait que je sais que je vais être lu moi, je veux que ça soit écrit, je veux laisser une trace là-dessus, je veux que quelqu'un ait dit, vous savez, ça fait depuis les années 76 que le Parti québécois est le symptôme, c'est pas une solution, ce n'est qu'un symptôme, et que nous sommes dans un nationalisme que j'ai appelé de collaboration avec le fédéral, et que ce nationalisme-là doit disparaître, que le parti doit s'effacer. Pour moi, je sais bien que les 70 000 membres du PQ, il doit bien en avoir 35 000 qui savent lire, je peux le lire aux autres, là. Et donc, je sais bien qu'ils liront pas ça, mais moi, je veux qu'un intellectuel ait dit cela. Mais vous laissez la trace pour qui? Pourquoi? Ben, pour qu'au moins on puisse dire... Il y avait un obscur professeur d'université de l'UQAM qui a écrit 3 ouvrages à un moment donné dans lesquels il disait le PQ, c'est juste un symptôme, ça n'a jamais été du nationalisme sérieux. La question de l'indépendance a jamais... En fait, c'est un symptôme névrotique, ce n'est que ça. Que c'est un nationalisme de collaboration. Mais croyez-vous qu'un livre comme celui-là, même s'il est lu par 300 personnes, puisse, sur le moyen terme, façonner intimement la culture? Est-ce que vous croyez, autrement dit, qu'un livre qui est d'abord, je dirais, lu par le public des lecteurs de livres consacrés à la question nationale, peut-être par quelques collègues, est-ce que néanmoins un tel livre peut, par je ne sais quel effet symbolique, culturel, avoir un effet sur la représentation que les Québécois ou à tout le monde les souverainistes se font d'eux-mêmes durablement? Non, mais qu'un noyau d'intellectuels puisse se dire... On peut faire une lecture révisionniste de la Révolution tranquille. On peut relire l'indépendance du Québec autrement qu'à travers l'ornière du PQ, qui n'a été, en fait, pour moi, qu'un symptôme, qu'une manière de perdre du temps, qui est lui-même une réponse coloniale au problème de la colonisation du Québec. Et donc, qu'on puisse le dire, parce qu'en fait, moi, avec la disparition du PQ, ce que je crains, c'est que le procès des élites intellectuelles qui nous ont tenus dans cette torpeur stuporeuse depuis 50 ans autour de l'organisation qu'est le PQ, je pense qu'on pourra même pas le faire, le procès de ces élites-là. Et moi, je compte le faire. Je compte, en fait, le suggérer. Est-ce que des gens vont adopter ma perspective? Rien n'est moins sûr. Bien évidemment, parce que c'est désagréable à entendre. Hein? S'être fait avoir pendant 50 ans autour d'un projet avec un calendrier qui nous amène à l'indépendance dans la semaine des 4 jeudis ou qui nous amène directement aux montres molles de Salvador Dali. Là, mais que quelqu'un qui fait un certain travail intellectuel ait pu le remarquer et pu le dire, ça me semble important. Mais alors, je vous repose la question néanmoins qui me semble essentielle. Important pour qui? Parce que dans quel espace s'inscrivent vos travaux? C'est la question. Parce qu'à la rigueur, je vous dirais, quand on envoie si on écrit une chronique, je sais pas, un texte dans le Devoir, on sait qu'on rejoint le public de ceux qui se veulent des citoyens informés. Quand on écrit une thèse de doctorat, comme vous l'avez fait, la deuxième, vous rejoignez l'institution juridique, l'institution des professeurs donc les professeurs de droit, les facs, à tout le moins, c'est le public potentiel votre thèse peut agir sur les institutions. Quand quelqu'un écrit une histoire du mouvement féministe au Québec, à tout le moins, il veut probablement rejoindre le mouvement féministe, donc il veut façonner la conscience de ce mouvement-là en espérant voir ses thèses reprises. J'ai l'impression, mais vous me corrigerez, que votre travail est d'une autre
nature. Et autant je suis un de vos lecteurs, je ne le cache pas, je vous ai reçu à ce micro assez souvent pour parler de vos livres, autant je suis un de vos lecteurs passionnés, autant que je me demande toujours, vous dites vous écrivez pour 300 personnes, c'est une agréable pirouette. Fondamentalement, vous écrivez en espérant que ça dure, vous écrivez en espérant qu'un de vos livres un jour fasse exploser quelque chose. Pas exploser, vous croyez que ça, croyez-vous qu'un livre au Québec peut marquer la culture profondément? J'entends par là les représentations que nous faisons de nous-mêmes. Oui, d'un point de vue littéraire, certainement, au sens où il n'y a pas grand monde qui s'est penché sur la carrière, les changements à la tête du Parti québécois. Moi, j'ai voulu être le Saint-Simon des grands du Parti québécois. En fait, c'est dans cette espèce d'ironie-là que je travaille. C'est-à-dire, il n'y a personne qui a regardé le PQ dans les yeux pour voir qu'est-ce qu'il... Moi, je l'ai comparé souvent à des épisodes de Symphorien. J'ai essayé de montrer tous les chefs intérimaires de Boisclair à Marois, à montrer comment cet échafaudage de perdants s'était mis en place, comment il était essentiel. Puis dans le débat avec Martine Ouellette, on l'a vu aussi, comment elle-même, en portant atteinte à la liturgie du temps fictif péquiste, elle s'est vite fait rabrouer. Moi, c'est ce symptôme-là qui m'intéresse, c'est d'en parler. Donc, vous voulez transformer d'une certaine manière l'histoire du nationalisme officiel et du péquisme en objet littéraire. En objet littéraire, puis une littérature de la dérision, c'est-à-dire de montrer en quelque sorte qu'il n'y a jamais été question qu'on fasse quoi que ce soit de sérieux à partir de là, dans la négociation de type CSN avec le fédéral. Tout est déjà enchâssé dans des discussions avec les vieux. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les vieux mandarins neurasthéniques du PQ qui parlent de qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis toute l'exagération de la Révolution tranquille m'a toujours fasciné. Il n'y avait rien avant nous autres. Ça a commencé avec nous autres. Il y avait des gros besoins partout. Des personnages comme Claude Castonguay sont des personnages, Guy Rocher, sont des personnages tout à fait troublants de cette période-là dans laquelle on est enfoncé depuis 50 ans et pour laquelle on ne voit pas d'issue. Pour moi, c'est bien important de mettre des noms, de dire les choses, mais de les dire dans une forme littéraire, c'est-à-dire en mettant tout le soin requis pour faire un très beau texte en français. Drôle, bien écrit, c'est pas un éditorial, là, un vrai texte, un vrai livre avec... c'est ma naïveté, en fait. C'est là-dessus. Mais par rapport à votre question brutale et combien trop directe, à qui vous imaginez-vous? À plein de gens, parce qu'en fait, il y a toutes sortes de personnes qui rient sous cape avec moi de notre condition, il vaut mieux en rire d'ailleurs, de cette lecture révisionniste. Il faut une lecture révisionniste de l'histoire du Québec moderne. Il faut absolument en arriver là. Puis il faut en arriver à liquider les figures du nationalisme traditionnel parce que c'est un nationalisme de collaboration avec le fédéral. Il n'a jamais été autre chose que ça, depuis le Beau-Risque jusqu'au dernier soubresaut lycéen. Là. Enfin, ce n'est qu'un dialogue continu avec le fédéral. Il n'a jamais été question de refonder un discours, de changer le discours nationaliste, de le réactualiser. Non, ça a toujours été dans la vieille querelle de ménage, la vieille négociation CSN avec le fédéral. Et dans le fond, si un livre a une valeur, c'est de pointer dans cette direction. Mais alors, lorsqu'un livre paraît, l'auteur, normalement, alors si on est dans un pays où on peut faire de l'argent avec ces livres, on espère avoir de grandes ventes. Nous sommes au Québec, donc excluons cette possibilité. On peut souhaiter aussi avoir une réception. La réception de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il soit discuté, débattu. Et il y a une formule que vous avez souvent utilisée qui ne me revient pas exactement. Vous parlez du grand lac noir du silence. Le grand lac noir du silence. Une manière comme une autre de dire que ici, un livre se publie et il est tout à fait possible que personne n'en parle jamais. Ou à tout le moins, que quelqu'un va peut-être en parler dans l'Écho du Nord, dans une brève de lecture, mais sur le fond des choses, un livre, c'est comme s'il n'y avait pas la structure intellectuelle ou institutionnelle. Moi, j'ai quand même été commenté dans l'Action nationale. À un moment donné, on me comparait à Lucas Rocco Magnotta comme étant le dépeceur du PQ. Ensuite, on m'a comparé aussi à Anders Breivik. Enfin, mais vos livres ont été commentés. À la différence de plusieurs, vos livres, dans la mesure où on a un petit appareil collectif d'accueil et d'interprétation
sur la discussion des livres, vos livres ont eu beaucoup plus d'écho que plusieurs autres essais qui prétendent... Sauf à Radio-Canada. Parce que, en fait, ma fascination pour le travail d'Anne-Marie Dussault a fait en sorte que j'ai jamais pu percer Radio-Canada et discuter littérature dans aucun de ces forums-là. Parce que, je sais pas, on trouve pas mon ironie assez plaisante, je ne sais trop. Enfin, non, je suis confiné à... je parle en fait, la seule ville en dehors de Montréal, par-delà les commentaires écrits, en fait, ma seule fenêtre, c'est l'émission de Madame Normando à Québec, là, ce qui est quand même ironique, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue directement, et donc elle a lu mon livre, et donc ces livres-là ont fait effet de ce point de vue-là, c'est quand même particulier. Mais c'est en fait, non, parce qu'en fait, il y a aussi la question, il y a non seulement, en général, les livres font peu de bruit au Québec, sauf les grands classiques, là, Marie Laberge ou Michel Tremblay, ou enfin toutes les le Costco de la littérature québécoise, mais on est véritablement donc dans une situation où il faut maintenir, l'humour est important. Par exemple, si j'écrivais des livres qui analysent sociologiquement l'évolution du Canada au sein du fédéralisme, là, une autre de ces croûtes sociologiques telles qu'on en voit apparaître pour meubler les CV universitaires, justement, c'est certain que personne ne parlerait de... mais à partir du moment où on peut rire de Tout le monde en parle, où on peut rire des vaches sacrées québécoises, de Denis Lévesque, un de mes préférés, Denis Lévesque qui lui-même, qui est là depuis 14 ans, à partir du moment où on peut faire le commentaire des belles histoires des pays d'en haut du Québec, là, il y a moderne, on trouve quand même une écoute. Alors, un intellectuel, normalement, souhaite être pris au sérieux, disons ça comme ça. Il souhaite être discuté par des collègues qui utilisent le même ton professoral que lui, en général. Ah, oui. Or, vous êtes dans une situation assez particulière. J'ai déjà eu le plaisir de vous parler de vous en disant, est-ce que vous êtes le fou du roi, le savant fou égaré dans l'espace politique? C'est-à-dire qu'on vous lit, mais on ne sait jamais exactement comment vous accueillir. Alors, et puisque vous êtes à l'extérieur de tous les paramètres du débat public, on a l'impression, mais d'où sort-il? Que veut-il? Quel message envoie-t-il? Vous respectez rarement les codes de la discussion institutionnalisée sur la question nationale. Alors, est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle très particulier dans la vie intellectuelle québécoise? Un trublion, c'est comme ça que notre ami Jacques Dufresne m'avait qualifié. Un trublion de la vie intellectuelle, quelqu'un qui fait éruption, qui dérange, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus lire... Vous n'avez pas quelquefois l'impression de jouer un peu... Pour reprendre le titre de René Girard, celui qui révèle des choses cachées depuis l'origine de la Révolution tranquille. Ah oui, mais ça, j'aime ça, par exemple, être en position d'avoir... En fait, moi, ma conviction, là, ça, c'est pas du bluff, au sens où, moi, j'ai l'impression que la Révolution tranquille doit être relue complètement dans ses conséquences actuelles, là, dans ses conséquences désastreuses par rapport à la médecine, la médecine québécoise, par rapport à l'éducation, système d'éducation, c'est-à-dire les deux fruits pourris de la Révolution tranquille, on les a devant les yeux au quotidien, mais on n'est pas capable de lire cette révolution-là en dehors de l'idée de progrès. On est convaincu que c'est un grand progrès, que c'était que le Québec faisait un bond en avant. Donc, alors qu'on a si on doit juger un arbre à ses fruits, on a les deux fruits les plus, les plus nauséeux qu'on puisse y trouver, c'est-à-dire le système de santé québécois totalement féodalisé par les médecins spécialistes et les médecins ordinaires, ou des médecins ordinaires et des médecins encore plus ordinaires, et un système d'éducation qui diplôme des analphabètes. Là. C'est ça les deux. Si c'est ça les deux résultats, il me semble que ma lecture est pas si excentrique que ça. Là. Non, mais dans la mesure où elle se situe à l'extérieur de la légitimité officielle, est-ce que de ce point de vue, on pourrait dire que la vie intellectuelle authentique aujourd'hui doit s'arracher au moins partiellement au code de la respectabilité académique pour avoir un écho dans l'espace public? Oui, mais il faut qu'elle soit enfin... Je reprends une formule de Baudrillard, c'est-à-dire que la radicalité est un privilège de fin de carrière. C'est-à-dire qu'il faut assumer le fait qu'il faut avoir d'abord mangé son pain noir dans l'institution pour
pouvoir risquer, encore que c'est un véritable risque, de prendre une position dans laquelle on risque de vous dire mais c'est un farceur ou c'est quelqu'un de beaucoup trop critique ou beaucoup trop ironique. C'est-à-dire que pour pouvoir occuper cet espace-là, il faut... 2 doctorats ne nuisent pas, comme vous me le répétez souvent, mon cher Mathieu. 1, c'est bien, mais comme l'annonce de lait, 2, c'est mieux. Et donc, c'est ça qui peut inscrire c'est ça qui peut quand même inscrire une légitimité aux propos. C'est qu'on a fait, on a fait le service militaire. C'est-à-dire, on a fait son droit, on a fait la théologie. Oui, mais je me permets parce que je reprends votre formule qui est très bonne, celle de Baudrillard, en fait. La radicalité est un privilège de fin de carrière, mais je pense à certains livres importants qui sont parus au Québec ces dernières années. Les vôtres, certainement. Un livre d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, je l'ai déjà dit, Carl Bergeron, Voir le monde avec un chapeau, des livres de Jean-Philippe Trottier. Ce sont des livres qui, chacun à leur manière, cherchent à penser la condition québécoise à l'extérieur des paramètres de ce que j'appelle de la littérature académique. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui la nécessité pour penser librement de s'arracher au moins un peu, sauf pour quelque chose comme le droit, peut-être, comme vous l'avez fait, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'arracher l'espace public aux seuls paramètres universitaires, d'une certaine manière? Oui, mais comme on le sait, les paramètres universitaires, c'est des gens qui vont venir vous parler d'évaluer le cannabis ou ils vont venir vous parler de la consommation des boissons alcoolisées chez les adolescents ou l'idée d'avoir un débat intellectuel qui ne soit pas déjà polarisé, orienté, c'est-à-dire prendre plaisir à entendre des intellectuels discuter, disons que c'est pas l'activité préférée du peuple québécois. Il faut que ça soit polarisé, il faut que ça soit sur une question qui vient d'arriver, pointue, qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration, puis même qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration, Radio-Canada va choisir scrupuleusement les gens qu'elle veut entendre là-dessus pour pas se détourner des grands principes du fédéralisme trudeauiste. Donc, on va faire très attention pour ne pas avoir de mauvais plaisants qui vont venir dire c'est quand même insultant de pas être capable de contrôler une frontière, le problème éthique sera même pas vu parce qu'on dira jamais, par exemple, les gens qui rentrent illégalement, en fait, ils privent des gens qui font la démarche légale, par ailleurs, qui suivent les formalités. On verra même pas cette question-là. Cette question de justice élémentaire sera jamais abordée parce que on vit le régime est surveillé, là, quand même. Alors, il nous reste 1 minute à peine, Christian Saint-Germain. Votre œuvre, pour l'instant, a pris plusieurs aspects. L'université, différents travaux dont on n'a pas évoqué aujourd'hui, des livres parus notamment au Boréal, un peu ailleurs. Là, vous avez la condition québécoise. Les prochaines étapes pour vous, vous poursuivrez longtemps votre enquête sur la condition québécoise ou vous entendez déjà d'autres appels? Au moins une dernière fois, je vais essayer, le 2 octobre étant une date très importante, comme vous le savez, Mathieu, c'est pas à vous que je l'apprendrai. C'est-à-dire, on verra comment on va maintenir artificiellement, on va octroyer des soins de fin de vie au Parti québécois. Ça c'est très intéressant à voir, c'est comment on va rabibocher à la faveur de l'entrée de deux cheftains, là, M. Hossan et Mme Yvon, comment on va maintenir en vie cette momie, comment la chapelle ardente péquiste va parce qu'il faut absolument, dans la dynamique péquiste, il faut absolument que le PQ reste dans le décor ou dans le paysage. C'est absolument important. C'est aussi important dans la mentalité de la Révolution tranquille que la carte soleil dans la poche des malheureux. Christian Saint-Germain, comme d'habitude, vous avez toujours le mot de la fin sous le signe de l'exécution. Merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui. C'était un immense plaisir et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des idées.